Il y a plusieurs phénomènes qui ont changé le modèle agricole et qui notamment interrogent le modèle de l'agriculture française. C'est vrai que c'est lié à la mondialisation, mais c'est tout à la fois quantitatif et qualitatif. C'est quantitatif parce que la mondialisation, c'est l'arrivée sur le marché de nouveaux producteurs, mais aussi de nouveaux consommateurs. Prenons l'exemple de la classe moyenne chinoise, 120 millions de personnes. Alors on se dit qu'à l'échelle de la Chine, ce n'est pas beaucoup. Voilà, 120 millions de consommateurs en plus qui ont des moyens de consommer, ça pèse naturellement sur les prix puisque ça apprécie, ça augmente le niveau de la demande et donc ça a une influence nette sur les prix. Par exemple de la viande. Pourquoi? Parce que ces nouveaux consommateurs, non seulement ils ont plus de moyens de consommer, mais en plus ils se sont appropriés notre modèle alimentaire, le modèle alimentaire occidental. C'est-à-dire qu'ils ont cessé de consommer leur alimentation traditionnelle et ils consomment de plus en plus de viande. Il y a 30 ans, un Chinois consommait 12 kilos de viande par an. Aujourd'hui, il en consomme entre 50 et 60. Un Européen, c'est 70, un Américain, 100. Quand on sait que la moitié des céréales cultivées dans le monde servent à nourrir le bétail, on comprend tout de suite que l'augmentation de la demande sur le prix de la viande va avoir une incidence sur le niveau général des prix, notamment des prix bovins, puisqu'on consomme beaucoup de bœuf, mais aussi, par voie de conséquence, sur le prix des céréales. C'est un peu la stratégie des dominos alimentaires, si vous voulez, et on peine à comprendre que le changement de comportement des consommateurs chinois, indiens, enfin, des nouveaux pays émergents a une influence sur le prix de nos assiettes, et pourtant c'est le cas. Alors, est-ce qu'on va pouvoir nourrir tout ce monde-là? La réponse, elle est double. Elle n'est pas simple, d'ailleurs. Sur la base d'une ration alimentaire à 2200 ou 2500 calories jour, oui, on y parviendrait sans difficulté. Si, en revanche, on exporte notre modèle alimentaire, c'est-à-dire beaucoup de viande, notamment beaucoup de viande de bœuf, vers ces nouveaux consommateurs, là, ça posera un petit problème. Il y a aujourd'hui 1,5 milliard de bovins sur la surface de la Terre. Si on veut donner la même quantité de viande à tout le monde, il va falloir doubler, avec des problèmes en matière d'émissions de méthane. C'est un gaz qui est terrible pour l'atmosphère, qui est pire que le CO2, avec des conséquences pour l'eau douce aussi. Pour faire 1 kilo de bœuf, il faut 14 000 litres d'eau douce. J'ai bien dit 14 000 litres d'eau douce. Ce n'est pas 1400, mais 14 000. Et il faut pouvoir transporter la viande. Donc on imagine que si on doit convertir l'ensemble du monde, et notamment du monde émergent, à notre modèle alimentaire européen ou occidental, ça posera des problèmes. Mais on peut faire différemment. L'agriculture française, c'est d'abord une des plus anciennes, une des plus belles agricultures du monde. On produit à peu près de tout, des céréales, de la viande, des fruits, des légumes, du lait, bien sûr. Et nous avons de surcroît une tradition de qualité. Donc l'agriculture française, à mon sens, elle doit s'organiser autour tout à la fois de la nouvelle distribution des cartes à l'échelon mondial. Elle doit s'adapter aussi à la politique agricole commune. Autrement dit, pour être très clair, il est hors de question de subventionner, de continuer de subventionner le revenu des agriculteurs. Il faut que les agriculteurs puissent gagner honorablement leur vie avec leur métier. Et donc, on a en France des atouts. Ces atouts, il faut les cultiver. Et ce que je crois, moi, c'est que les paysans doivent arriver avec des solutions dans les poches. Il ne faut pas arriver ni à Bruxelles ni à Paris en disant on voudrait quelques subventions de plus. Parce que ça, c'est la morphine qu'on donne aux malades. Ça va mieux pendant un moment, mais on n'a pas soigné la maladie. Donc moi, je fais quelques propositions. La première, c'est de développer le modèle coopératif qui permet aux agriculteurs de se regrouper, de se rassembler. Se rassembler pour acheter les intrants moins chers, se rassembler pour vendre les productions un peu plus chères. Et donc, dans le dialogue parfois compliqué avec les industriels et la grande distribution, représenter une vraie force. Se rassembler aussi dans des coopératives pour sortir du métier qui est celui de producteur de matières premières. Les coopératives ont fabriqué des marques, elles ont créé des marques, elles créent de la valeur ajoutée, elles transforment les produits et donc elles permettent aux paysans d'être un tout petit peu plus que celui qui enrichit la terre, qui en retire des récoltes. Elles permettent aux paysans d'être aussi celui qui va transformer pour partie la matière première et donc s'approprier
une partie de la valeur ajoutée. Et puis, les coopératives, elles sont aussi un formidable outil pour ce qu'on appelle le développement vertical, c'est-à-dire développer par exemple la chimie verte. La chimie verte, c'est ce qui va nous permettre de mettre en valeur toutes les molécules qui sont dans la nature. Jusqu'à présent, la chimie, c'était extraire du pétrole du sol, donc sortir du CO2 du sol, pour ensuite le répandre dans l'atmosphère. Eh bien, avec la chimie verte, on peut aujourd'hui utiliser la ressource qui est dans la nature, donc prendre du CO2 qui existe pour le relâcher dans l'air, donc un bilan carbone qui est neutre, qui permet aux paysans de parfaitement valoriser leur production et de s'approprier une partie de la valeur ajoutée. Je crois qu'avec le modèle coopératif, les agriculteurs ont un formidable outil qu'ils n'utilisent encore pas suffisamment. Une autre idée particulièrement importante, c'est celle de la marque France. Pendant très longtemps, les agriculteurs se sont contentés de récolter leur production et puis de la livrer aux intermédiaires. Aujourd'hui, cette production, il faut lui donner une valeur supplémentaire. Moi, je suis contre, évidemment, toutes les formes de protectionnisme. Et d'ailleurs, ce serait aberrant de dresser des barrières autour du pays pour empêcher les produits étrangers d'arriver sur nos marchés. Parce que les étrangers feraient strictement la même chose. Et on sait tous, notamment grâce à Nicolas Bouzou, que le protectionnisme est mortel pour l'économie. En revanche, la différenciation, ça, c'est une bonne formule. C'est-à-dire permettre aux consommateurs de s'approprier les qualités gustatives, les exigences des produits français, des produits agricoles français. Moi, je suis pour une marque France qui viendrait qualifier la production française de fruits et légumes, de viande, de vin aussi. Je suis pour un vin rouge France, un vin blanc France, un vin rosé France qui rassurerait les consommateurs. Et si les paysans savent communiquer autour de cette marque, une grande marque France, en leur disant c'est la proximité, c'est la qualité, derrière la production il y a un homme, il y a un paysan, il y a un terroir, il y a un territoire, je suis sûr que les consommateurs sauront faire la différence et je suis sûr aussi que ce sera un véritable succès économique pour les paysans. L'opération Nature Capital a été, cette année, en 2010, à nouveau un immense succès. Et moi, je ne suis pas étonné parce qu'à chaque fois qu'il y a des marchés paysans, à la Défense, sous la Tour Eiffel, c'est un immense succès. Ça montre quoi? Ça montre que les citadins ont besoin de reprendre contact avec le monde de la terre. On consomme chaque jour l'alimentation, matin, midi et soir. Derrière l'alimentation, on sait qu'il y a des champs, des exploitations agricoles, qu'il y a des hommes. On a envie de les rencontrer. Et donc, le succès de toutes ces opérations, ça montre que le consommateur français, il a envie de reprendre le dialogue avec ceux qui produisent son alimentation. Et moi, je crois que c'est un appel au monde paysan pour sortir du discours un peu compassionnel et syndical qui était celui des subventions, aidez-nous, un discours un peu pleurnichard. Là, les paysans ont reçu un signal des consommateurs. Et ce signal, ils doivent y répondre, ils doivent reprendre le dialogue avec les Français des villes parce que les Français des villes l'attendent.